Merci et merci d'être là en si petit nombre, mais sachez que 40 000 personnes écoutent en ligne. C'est vrai, non. Voilà. Mais c'est vraiment un plaisir de participer au Printemps de la francophonie. Une conférence en français, c'est une première pour moi. Je fais beaucoup de conférences en anglais, en français, mais rarement en français à Vancouver. Alors, merci. Maintenant, vous avez peut-être entendu dire que le système de santé canadien est en crise, qu'il s'effondre. Il y a du vrai dans cette affirmation. Il suffit de lire les gros titres des journaux pour comprendre que la situation est troublante. Environ une personne sur 4 n'a pas de médecin de famille au Canada. Il faut parfois des mois, même des années, pour voir un spécialiste, sans parler de l'intervention chirurgicale. La pénurie de main-d'œuvre ne se limite pas aux médecins. Les infirmières quittent massivement le secteur et les aides-soignants sautent sur l'occasion d'obtenir un meilleur emploi, notamment chez Tim Hortons, où le salaire et les bénéfices sont plus avantageux, imaginez. Les urgences ferment de plus en plus souvent. Il n'est pas rare d'attendre 12, 24, 48, 72 heures dans un couloir, surtout si on a besoin d'un lit d'hôpital. Face au manque de lits, les chirurgies sont retardées de plusieurs mois et encore, même des années. Maintenant, pourquoi est-ce que les hôpitaux débordent-ils? Parce que le nombre d'admissions dépasse le nombre de sorties. Une mathématique assez simple, mais quand même complexe. Entre un quart et un tiers des lits sont occupés par des patients dits alternatifs, entre guillemets. Alternate level of care, on dit en anglais. Ce sont des personnes principalement âgées et fragiles qui n'ont plus besoin d'être hospitalisées, mais qui n'ont nulle part où aller. Elles y restent des mois et des années. J'ai rencontré un patient au Nouveau-Brunswick qui vivait à l'hôpital depuis 10 ans. Imaginez sa consommation de Jell-O. Nous négligeons cruellement la prévention au Canada aussi, ainsi que la promotion de la santé. La saine alimentation, l'activité physique, les liens sociaux sont tous très importants. Nous sommes confrontés à une épidémie de solitude qui a presque le même impact sur la santé des Canadiens et Canadiennes que le tabagisme. Et nous utilisons encore le fax comme principal moyen de communication. Imaginez une technologie du 19e siècle à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors oui, nous sommes en situation de crise, une crise qui a été grandement exacerbée par la pandémie de la COVID. Mais le message clé que je souhaite transmettre ce soir est que nous ne pouvons pas perdre espoir. Nous ne pouvons pas le dire non plus, mais voilà. Tous nos problèmes sont réparables. Ça, c'est mon message central ce soir. Nous ne manquons ni argent, ni talent, ni d'idées. Nous sommes simplement lents à agir. C'est pourquoi je dis souvent que nous traversons pas une crise sanitaire, mais plutôt une crise de mise en œuvre. Dans quelques minutes, je vais expliquer précisément ce que nous devons faire pour redresser le système de santé. Et tout sera réglé. Mais j'aimerais d'abord faire un petit détour pour parler un peu d'histoire, car je pense que cela nous aide vraiment à comprendre comment nous sommes arrivés là. Un bon nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ont leurs racines dans la structure du système de la santé et de la culture des soins en santé. C'est une culture bien intentionnée, mais qui a créé une paralysie politique. Croyez-le ou non, le régime d'assurance maladie n'est pas tombé du ciel un jour. Il a évolué au fil du temps et de manière souvent très étrange. Il m'arrive à donner une conférence de temps en temps beaucoup plus longue sur l'histoire des soins de santé au Canada, depuis la fondation du premier hôpital, Hôtel-Dieu de Québec, en 1639, jusqu'à aujourd'hui. Mais pour être un peu plus bref ce soir, permettez-moi de dire ceci. Notre système moderne de financement et de prestation des soins de santé a été façonné en grande partie dans les années 1950 et au début des années 1960, pendant le baby-boom. Il y a toujours eu une relation étroite entre la religion et les soins de santé au Canada, une relation qui remonte 2 siècles avant le pays même. Pendant ces siècles, nous avons eu des établissements de santé catholiques, juifs, même de l'armée de salut, et d'autres encore. L'influence culturelle des institutions religieuses a eu un impact profond, même aujourd'hui.
Au Canada, nous considérons les soins de santé principalement comme un droit acquis, et non comme une transaction commerciale, comme c'est le cas dans la plupart du monde. Nous considérons également les soins de santé comme une sorte de responsabilité gouvernementale. Medicare est notre religion nationale. Je pense que la leçon la plus importante à retenir de l'histoire est que nous avons créé un système pour répondre aux besoins de la population de l'époque. Mais au cours des 60 ou 70 dernières années, le monde a beaucoup changé. Le système de santé, lui, ne s'est pas adapté. Lorsque l'assurance maladie a été instaurée en 1947 en Saskatchewan par Tommy Douglas, l'espérance de vie était de 47 ans et l'âge moyen 27 ans. Nous étions un pays très jeune et rural. Par conséquent, les soins médicaux requis étaient des soins aigus, en particulier pour les blessures traumatiques et les accouchements. C'était quand même le baby-boom. Les baby-boomers ont grandi. Aujourd'hui, l'espérance de vie au Canada est de 82 ans et l'âge moyen est de 47 ans. Vous êtes tous beaucoup en bas de la moyenne, je le vois. Mais nous sommes un vieux pays. La grande majorité des soins requis sont des soins chroniques. Les blessures liées à l'agriculture et les accouchements, pas mal moins. En résumé, le problème avec le système de santé canadien actuel, c'est que nous essayons de fournir des soins dignes du 21e siècle avec un modèle des années 1950. Soyons clairs, la plupart du temps, nous offrons de très bons soins médicaux au Canada, mais nous le faisons malgré le système et non grâce à lui. Et ça, c'est une distinction importante. Maintenant, il n'y a aucun doute que le système de santé canadien a besoin de réformes sérieuses. Je ne connais personne qui ne le pense pas, au moins personne qui a été dans le système. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons de nombreux conseils judicieux sur la manière dont cette réforme devrait se dérouler et sur les priorités à privilégier. En fait, s'il y a une chose que le Canada fait mieux que tout autre pays au monde, c'est bien l'étude des failles de notre système de santé. Nous le faisons souvent. Des dizaines et des dizaines de rapports gouvernementaux ont été rédigés sur la nécessité de réformer le régime d'assurance maladie. Chacun de ces rapports contient une longue liste de recommandations, dont la plupart sont restées lettres mortes, tragiquement. Le principal problème que nous rencontrons n'est pas le manque de solutions, mais l'inaction. Comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit d'une crise de mise en œuvre. Je crois que presque tous les problèmes que nous rencontrons dans le système de santé canadien sont de nature structurelle ou administrative, pas médicale. Nous avons une excellente médecine et d'excellents professionnels de la santé, mais nous avons des graves problèmes d'accès. Ce n'est pas un problème de technologie, de médecine ou d'argent. Alors, par où commencer la réforme? Nous avons perdu un peu le fil, alors il faut donc revenir à l'essentiel, avec des questions de base. Nous devons nous poser des questions vraiment importantes, fondamentales, même existentielles. Comment pouvons-nous garantir que chaque Canadien et Canadienne reçoive les bons soins au bon endroit et au bon moment? Ça, c'est le rôle essentiel du système de santé. Comment structurer notre système de santé et de bien-être social pour que chacun puisse vivre pleinement son potentiel? Tout le monde n'est pas égal, mais les soins devraient être équitables. Et comment, dans toutes nos interactions avec les soins de santé, pouvons-nous prioriser la qualité de vie? C'est ça qui est important pour le monde, leur qualité de vie. La bonne nouvelle encore, c'est que nous avons toutes les réponses à ces questions. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous sommes des champions mondiaux en matière d'étude des lacunes de notre système de santé. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la réforme, ou plutôt l'absence de réforme au Canada. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai lu presque tous les rapports auxquels j'avais fait allusion plus tôt. Au cours de ce parcours assez douloureux, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé qu'ils disaient tous plus ou moins la même chose.
J'ai donc pris les centaines de recommandations, je les ai compilées dans un fichier Excel et j'ai vite compris qu'il ne restait en réalité que quelques mesures importantes pour remodeler et rajeunir en profondeur le système de santé. Pour moi, en réalité, il y a vraiment seulement 6 grands problèmes. Mais ils sont grands, mais ils sont peu nombreux. Alors voici les solutions à nos problèmes. Numéro 1, soins primaires. Le fondement de tout bon système de santé repose sur les soins primaires. Au Canada, c'est le maillon le plus faible du système. 6,5 millions de Canadiens n'ont pas un médecin de famille. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a ce problème. Construire sur des fondations fragiles, c'est tout risqué de s'effondrer. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde réel. Notre système s'effondre parce que les soins primaires n'existent pas. Dans une société vieillissante, nous devons abandonner un modèle de soins aigus et épisodiques et le remplacer avec un modèle de soins chroniques. Tant que chaque Canadien n'aura pas un centre médical, une personne responsable de ses soins et de son orientation, le système reposera toujours sur des fondations fragiles. Toute la technologie et tout l'argent du monde ne régleront rien tant que des millions de Canadiens seront privés de médecins de famille ou d'infirmières praticiennes. On prend enfin ce problème au sérieux. On en parle depuis 70 ans et finalement on le prend au sérieux. Je suis encouragé, par exemple, par la nomination de Jane Philpott en Ontario, avec le mandat de veiller à ce que tout le monde dans la province ait un fournisseur de soins primaires d'ici 2026. Si l'Ontario peut le faire, et il peut, alors toutes les autres juridictions devront le faire aussi. Alors on espère. Numéro 2, soins communautaires. Nous devons soigner les gens là où ils vivent, dans la communauté, et pas seulement dans les institutions de type entrepôt, comme les hôpitaux et les maisons de retraite. Notre système est trop centré sur l'hôpital et trop cloisonné. Un système de santé devrait être facile à utiliser, à naviguer. Tous les éléments de soins primaires aux soins communautaires, en passant par les soins hospitaliers, les soins à domicile, les soins de longue durée et les soins palliatifs, devraient être connectés. Nous avons également besoin beaucoup plus de travail d'équipe de soins interdisciplinaires où chacun a un rôle important à jouer. Et nous devons reconnecter le système de protection sociale au système de soins de santé. Il est absurde de soigner les gens à grands frais pour ensuite les renvoyer dans les conditions qui les ont rendus malades, comme un logement précaire, l'insécurité alimentaire et un environnement insalubre. Numéro 3. Depuis 70 ans, on parle de l'importance d'étendre la couverture médicale universelle aux médicaments par ordonnance, Pharmacare en anglais. Cela fait partie du dossier inachevé de l'assurance maladie. De nombreux débats politiques ont eu lieu à ce sujet depuis des décennies, mais peu de progrès a été réalisé. Le projet de loi sur l'assurance médicaments, adopté il y a quelques mois par le gouvernement libéral, promettait de financer les contraceptifs oraux et certains médicaments pour le diabète, mais seulement après les négociations avec les provinces. À date, seulement 4 provinces, dont la Colombie-Britannique, ont adhéré au programme. C'est des très petits pas, mais c'est un début. Numéro 4. Les déterminants sociaux de la santé. Nous devons investir dans la prévention, en particulier pour les groupes socialement défavorisés et marginalisés comme les Autochtones. Mais avant tout, nous devons cesser de prétendre que la santé n'est qu'une question médicale. Ce qui compte vraiment pour notre santé, c'est un revenu décent, un toit au-dessus de notre tête, une bonne éducation, l'accès à une alimentation saine et un environnement sain et des connexions sociales. Au Canada, 95% des dépenses en santé sont consacrées aux soins de maladie, sickness care. Seulement 5% sont consacrés à la prévention.
Nous devons modifier cette répartition et œuvrer à maintenir les gens en bonne santé plutôt que d'attendre qu'ils tombent malades. Nous avons besoin d'un système de santé et de protection sociale plus intégré en plus. Numéro 5, les ressources humaines. La santé devrait être une entreprise centrée sur la personne. Nous devons nous assurer d'avoir la bonne composition de professionnels de la santé et un bon environnement de travail. La dotation en personnel est sans aucun doute le principal défi du secteur de la santé aujourd'hui même. Nous devons améliorer le recrutement, mais surtout la rétention et la formation. La seule façon d'y parvenir est de reformer le lieu de travail. Cela compte aussi pour les patients. Comme l'a dit le sociologue Pat Armstrong, les conditions de travail sont les conditions de soins. Le lieu de travail est dans trop bien de cas toxique. Il faut cesser de jeter encore plus de corps dans l'hachoir à viande, qui est le système. On ne peut pas prodiguer des bons soins si on maltraite les travailleurs. Et les travailleurs, des aides-soignants aux infirmières, en passant par les médecins, ne resteront pas si on n'améliore pas le lieu de travail. Nous avons eu la preuve éloquente durant la pandémie, où on a perdu des milliers et des milliers de travailleurs. Et finalement, numéro 6, depuis 70 ans, on parle de l'importance de la technologie. La médecine a toujours été portée par l'innovation technologique et les nouvelles découvertes. Le système qui dispense les soins doit évoluer en parallèle. Mais au Canada, il n'a pas arrivé à suivre le rythme. Une révolution technologique arrive à vitesse vertigineuse. L'intelligence artificielle, deep learning, robotique, génomique, socionomique, tous ces avancées vont rendre la médecine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui méconnaissable. Nous devons nous assurer que le système de santé est prêt à s'adapter à ces outils. Et surtout, nous devons nous rappeler qu'ils ne sont que des outils. Ces jours-ci, j'entends beaucoup de médecins et d'autres professionnels de la santé s'inquiéter de leur remplacement par l'IA et les robots. Je ne crois pas que cela se produira. Au contraire, les médecins qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. C'est un outil important. Le plus grand avantage de toutes ces nouvelles technologies est qu'elles permettront aux professionnels de la santé de faire ce que les machines ne peuvent pas faire, établir des connexions humaines. C'est là, à mon avis, le plus grand paradoxe qui s'annonce. Ces gestes simples, parler et écouter les patients, deviendront de plus en plus importants. Nous allons assister à un retour à une médecine beaucoup plus concrète et réelle. Elle sera plus personnelle et plus personnalisée. Et les machines effectueront toutes les tâches fastidieuses qui permettent aux relations de guérison de se développer. Le Canada est terriblement à la traîne en matière d'adoption de technologie, et cela doit changer, et vite. Nos dossiers médicaux électroniques sont au mieux médiocres, le manque d'interopérabilité étant le principal problème. À l'ère de l'IA, nous utilisons encore des dossiers papier et des machines fax, des télécopieurs. Il existe un autre domaine rarement mentionné dans ces rapports importants, mais qui mérite également notre attention, d'après moi. Et ça, c'est l'éducation. Notre système d'éducation médicale est désuet. Nous passons beaucoup trop de temps à enseigner des faits aux étudiants et étudiantes au lieu de leur apprendre à apprendre tout au long de leur vie. Et c'est une distinction très importante. Nous avons besoin de moins de temps en classe et de plus de temps consacré à l'apprentissage pratique. Nous devons nous adapter aux réalités du monde, le monde virtuel surtout. Nous devons également accroître considérablement notre éducation de manière indisciplinaire. Si nous voulons que les professionnels de santé travaillent en équipe, et cela est la seule façon de fournir des soins de manière réaliste à la population, nous devons les former en équipe. Maintenant, quelles sont les 2 qualités les plus importantes pour un professionnel de la santé?
Pour moi, ce sont 1, l'empathie et 2, la capacité d'écoute. Pourtant, nous accordons beaucoup trop d'importance aux notes et bien trop peu aux compétences en communication. Personnellement, peu m'importe que mon médecin ou mon infirmière ait obtenu 90% en biostatistique ou même 99%. Ce qui compte, c'est qu'il me regarde dans les yeux durant mes traitements. L'un des principaux obstacles à la réforme des soins de santé est la culture médicale. Elle est profondément conservatrice, avec un petit c. Je dois le dire durant une campagne électorale. Le changement est rarement bien accueilli et fait souvent l'objet de résistance active. Maintenant, j'ai parlé beaucoup du passé, mais de nombreux changements sont à venir. La médecine sera méconnaissable dans 5 à 10 ans. Nous devons doter les professionnels de la santé avec des compétences d'adaptation et leur apprendre la résilience. Et je ne peux pas trop insister sur l'importance des compétences en communication. C'est vraiment le domaine que les machines ne peuvent pas remplacer. Comme je l'ai dit, l'aspect humain de la médecine va prendre une importance croissante. Maintenant, certains d'entre vous diront peut-être, ce sont d'excellentes idées, j'espère, mais nous ne pouvons pas tout le faire en même temps. Mais moi, je crois que nous pouvons, car tout est lié. En améliorant les soins primaires, nous pouvons retarder le recours aux soins tertiaires. En améliorant la réadaptation, nous pouvons contribuer à éviter le placement en institution, et ainsi de suite. Tout est lié. Nous devons investir davantage et mieux dans les services sociaux au-delà du médical. Les soins à domicile, logement avec services de soutien, et en passant par des services pratiques comme les repas à domicile, Meals on Wheels, par exemple. Le principe par défaut ne devrait pas être de se rendre en institution dès que notre santé commence à décliner, quand on vieillit. Plutôt, on devrait rester chez soi le plus longtemps possible et ne pas se rendre en institution qu'en dernier recours. Pour moi, c'est ce qui distingue les pays qui offrent d'excellents soins de ceux qui ne le font pas. Ils ont décidé, par politique publique, que les personnes âgées étaient importantes, qu'il était important de les compter parmi les membres actifs de la communauté et non de les cacher. C'est pourquoi des pays comme le Danemark sont considérés comme une référence absolue, non seulement en matière de soins aux personnes âgées, mais en soins en général. Ils offrent de meilleurs soins que nous, car ils ont fait de la qualité de la vie une priorité. Par exemple, le Danemark a délibérément décidé, il y a plusieurs années, de limiter les soins hospitaliers. Le nombre de lits d'hôpital est le même aujourd'hui qu'il était dans les années 80, malgré une population beaucoup plus nombreuse et vieillissante. Cela peut paraître paradoxal, mais c'était une très bonne décision. Les dépenses supplémentaires n'ont pas été consacrées aux soins traditionnels, mais aux soins dans la communauté. Le Danemark offre d'excellents soins à domicile, mais il dispose également d'établissements de soins à longue durée, car ils sont nécessaires pour certains. Cependant, leurs maisons de retraite sont très différentes de celles au Canada. Elles ressemblent à des maisons et non à des prisons. Elles sont jumelées avec des écoles et des garderies, ce qui permet aux aînés d'interagir avec les jeunes et rester intégrés à la communauté. Elles sont construites de manière ciblée, par exemple avec des sentiers pédestres pour les personnes atteintes de démence. L'innovation ne se limite pas aux gadgets sophistiqués. La vraie innovation, c'est de penser différemment. Des pays comme le Danemark privilègent et récompensent l'innovation, et on devrait le faire aussi. Bien sûr, un engagement dans l'innovation nécessite quelques fondamentaux. Avant tout, des données de qualité. Au Canada, nous ne manquons pas de données car nous les collectons par la tonne.
En fait, je lisais récemment que pour chaque heure qu'un médecin ou une infirmière canadienne passe avec un patient, elle ou il passe 2 heures à saisir des données. Quel gaspillage de temps. Certaines de ces données sont numériques, mais trop souvent, il s'agit simplement de paperasse. Tragiquement, nous utilisons très peu les données que nous collectons. Par exemple, notre modèle décentralisé de 15 systèmes de santé différents devrait être un laboratoire naturel pour comparer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais à quand remonte la dernière comparaison significative des résultats de santé entre provinces? Nous en faisions beaucoup plus auparavant. Par exemple, je me souviens d'avoir écrit il y a quelques années sur les différences considérables entre les taux de césarienne entre les provinces et au sein même des provinces. Mais ce type de recherche a heurté la sensibilité de certains. Il a donné une mauvaise image à certaines provinces. Alors, au lieu d'améliorer les soins, nous avons cessé de faire des comparaisons. Je pense que la façon dont nous utilisons les données, ou plus précisément dont nous ne les utilisons pas, est une parodie. C'est triste. Les données seront la pierre angulaire de la médecine du futur. Dans la génomique et l'intelligence artificielle, tout nécessite des petits bytes d'informations. Une grande quantité analysée dans un boucle à rétroaction continue, a continuous loop, si on veut. Impossible de faire ça avec un fax. Mais il y a des petites lueurs d'espoir dans notre système. Pendant la COVID, par exemple, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du recours à la télémédecine. Nous avons fait des progrès d'environ 20 ans du jour au lendemain. Et comment? C'était simple. Les provinces ont modifié leur code de facturation afin que les médecins soient rémunérés de manière similaire pour les consultations en personne et virtuelles. Et comme par magie, l'impossible est devenu possible. Mais comme pour nombreuses innovations au Canada, ces changements ont été en grande partie temporaires. Nous sommes pour l'essentiel revenus à nos anciennes façons de faire, ce qui semble être la façon de faire canadienne plus généralement. Revenir au confort de la médiocrité au lieu de viser l'excellence. C'est pourquoi je décris souvent le système de soins de santé canadien comme une collection d'îlots d'excellence dans un océan de médiocrité. C'est pas très généreux, mais voilà. Maintenant, on ne peut pas parler de soins de santé sans parler d'argent. La santé consomme 42% du budget provincial ici et dans la plupart des provinces. Alors, c'est important. Alors, j'aimerais donc aborder brièvement la façon dont nous dépensons et le montant de nos dépenses. Mais je souhaite également réfléchir au coût de l'inaction, le prix que nous payons pour ne pas moderniser le système de santé. À l'échelle mondiale, le Canada est l'un des pays qui dépense le plus en soins de santé. L'année dernière, nous avons dépensé 372 milliards de dollars, soit environ 9 000 dollars par habitant ou par capita. Ce chiffre par capita est trompeur, car la grande majorité des Canadiens et Canadiennes consomment très peu de ressources en soins de santé chaque année. Les 5% des utilisateurs de soins de santé les plus fréquents consomment carrément la moitié des dépenses de santé, tandis que les 10% des utilisateurs les plus importants sont responsables de 2/3 des dépenses de santé chaque année. En d'autres termes, 90% de la population a besoin de très peu de soins et n'utilise qu'un tiers des budgets de santé. Mais les patients coûteux coûtent très cher. Il y a quelques années, le New Yorker a publié un excellent article analysant ce phénomène intitulé Million Dollar Murray. Il a conté l'histoire d'un homme qui s'appelait Murray et le temps qu'il passait dans le système de santé. Maintenant, chaque hôpital, au Canada, aux États-Unis, au monde, compte quelques Murray et Mary, qui coûtent environ $1 million au système. Ce n'est pas très rare.
Nous ne prêtons pas suffisamment d'attention à ces patients, en particulier à la coordination de leurs soins. C'est là où on peut vraiment faire un changement ou vraiment changer beaucoup d'argent, sauver beaucoup d'argent. Le pire aspect des dépenses au Canada, cependant, réside non dans le montant actuel des dépenses, mais dans le fait que nous en obtenons peu pour notre argent. Notre système de santé universel est le moins universel au monde. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez un instant à ces mots, parce qu'ils sont importants. Le système de santé universel, le moins universel au monde. Qu'est-ce que j'entends par ça? Notre système d'assurance maladie couvre 100% des soins hospitaliers et médicaux, comme c'est le cas depuis 1966. Il existe bien sûr d'autres services de santé couverts par l'État, mais ils sont vraiment fragmentaires. Ils ne font pas techniquement partie du système qu'on appelle Medicare. Nous ne couvrons qu'une fraction des services de santé autres que les hôpitaux et les médecins. Environ la moitié des médicaments sur ordonnance sont payés publiquement, 40% des soins à domicile et de longue durée, 6% des soins dentaires, etc. Bien sûr, universel ne signifie pas couvert à 100%. Cela signifie que tout le monde est couvert dans une certaine mesure et pour l'essentiel. La norme canadienne, la philosophie canadienne, si vous voulez, est que nul ne devrait se voir refuser des soins essentiels en raison d'une incapacité de payer. C'est une excellente philosophie. Le problème, c'est que notre définition de facto des soins essentiels comprend seulement les soins médicaux et hospitaliers, et ce n'est pas assez. Il en résulte que, bien que notre système soit universel, il est inéquitable. Beaucoup de gens ne peuvent pas payer leurs soins essentiels. Mais dans la plupart des systèmes européens et nordiques, couvrent environ 80 à 85% de tous les services de santé, des soins dentaires aux soins hospitaliers, et tout avec un régime public. Le sol doit être complété par une assurance privée, mais les limites sont clairement définies. Les systèmes de santé européens et nordiques sont meilleurs non parce qu'ils comportent une part de soins privés, comme plusieurs personnes prétendent, mais parce qu'ils sont plus équitables et transparents. Au Canada, il n'y a aucune distinction entre ce qui est couvert par l'assurance maladie et ce qui ne l'est pas. Il n'y a aucune logique dans nos choix. Les soins médicaux et hospitaliers sont-ils tous essentiels? Bien sûr que non. À l'inverse, pourquoi un trajet en ambulance ou un appareil auditif ne sont pas considérés comme essentiels et dignes de couverture publique? Le débat que nous devons mener est le suivant. Qu'est-ce qui est pris en charge par l'assurance maladie publique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais nous nous contentons de lancer des salves rhétoriques telles que la privatisation est mauvaise ou la privatisation est la solution. Je crois que le seul point sur lequel nous pouvons tous être d'accord, tous partis politiques confondus, est que l'assurance financée par l'État ne peut pas tout couvrir pour tout le monde et que les institutions publiques ne peuvent pas fournir tous les biens et services que le système a besoin. Alors, il est nécessaire d'harmoniser financement et prestations de services privés et publics. Nous devrions donc débattre de la question fondamentale. Quel est le bon équilibre entre le privé et le public? Ce débat serait beaucoup plus productif que celui qu'on a aujourd'hui. Une autre question qu'on pose souvent, c'est devons-nous dépenser davantage de fonds publics pour fournir des services de santé? Probablement, mais il faut d'abord déterminer ce que nous finançons et pourquoi. Moi, je ne crois pas qu'on manque d'argent. Un autre point concernant les dépenses de santé qui me tracasse est le débat inutile et fastidieux sur qui paye quoi, la répartition fédérale-provinciale, si vous voulez. Sur les 372 milliards de dollars que nous dépensons l'année passée, environ 260 milliards
70%, sont des fonds publics. En fin de compte, l'argent provient des contribuables et l'ordre de gouvernement qui signe les chèques ne devrait pas vraiment nous préoccuper. Ottawa investit présentement environ 25% de tous les coûts. Il paye 25% de tous les coûts. Et pour moi, il devrait investir davantage dans la santé. Mais seulement s'il élargit le panier de services du régime d'assurance maladie. En d'autres termes, seulement si l'argent est ciblé. Les provinces n'aiment pas cette approche, du moins en théorie, mais elles ne refusent jamais l'argent, même si elle est ciblée. On ne résoudra jamais tous les problèmes du régime d'assurance maladie en faisant simplement la même chose à répétition. Mais ça, c'est un peu notre tradition. Ceci n'est pas de l'innovation, c'est de la stagnation. Quand on parle de réforme, on parle toujours de système et de politique. Maintenant, les systèmes sont importants, les politiques publiques encore plus. Mais il s'agit en fin de compte de personnes, des individus et leurs droits, ainsi que nos obligations envers eux. C'est ça dont on a besoin de débattre et comprendre. Maintenant, je suis journaliste depuis plus de 40 ans, couvrant presque exclusivement la santé dans tout ce temps. Alors, en conclusion, j'aimerais partager 2 dernières observations importantes. Et ce sont sur les changements intervenus au cours de ces 4 décennies. Les soins médicaux aujourd'hui sont infiniment meilleurs que dans mes débuts. Je sais que beaucoup de gens semblent regretter le bon vieux temps, mais ils se font des illusions. Les vieux temps n'étaient pas si bons que ça, surtout en santé. Quelle que soit votre maladie, du cancer aux maladies rares, les soins que vous recevez aujourd'hui sont bien meilleurs qu'à l'époque. Cela dit, l'accès aux soins est aujourd'hui bien pire qu'il n'a jamais été. Il est bien trop difficile d'obtenir les soins dont vous avez besoin en temps opportun. Mais la complexité des soins est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et cette tendance ne fera que se poursuivre avec l'adoption de nouvelles technologies comme l'IA et la robotique. J'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à parler de ce qui doit changer. Mais je m'en voudrais de ne pas reconnaître que beaucoup de choses ont changé, et pour le meilleur. Mais le changement ne se passe pas simplement assez vite. Nous devons accélérer le rythme de changement. Ne pas s'attaquer à un problème à la fois, mais à plusieurs problèmes de façon simultanée. Ça, c'est la vie moderne. Et nous devons nous adapter. Nos politiciens et nos décideurs savent ce qu'il faut faire, mais ils hésitent trop à agir. Ils ont peur et ils sont trop peureux. L'ancien premier ministre de Terre-Neuve, Joey Smallwood, a bien expliqué pourquoi, avec une certaine éloquence. Je n'ai jamais eu une discussion sur les soins de santé qui ne m'ait pas fait perdre des votes, a-t-il déclaré il y a longtemps. On ne peut jamais satisfaire l'appétit du public, mais cela ne signifie pas qu'on ne doit pas essayer. Même une autre chose que j'ai apprise au cours de mes 40 dernières années, c'est que les Canadiens et Canadiennes sont leurs pires propres ennemis. Le public canadien a une tolérance quasi infinie pour l'inacceptable, comme ne pas avoir de médecin, passer 72 heures dans un couloir d'un hôpital ou se faire annoncer que l'attente pour une opération est de 2 ans. Ces choses ne sont pas tolérables. Ce genre d'absurdité n'est tout simplement pas toléré dans la plupart des autres pays. Je peux garantir que si la France avait nos délais d'attente en urgence, des millions de personnes seraient dans la rue demain. Si tout le monde n'avait pas un médecin aux Pays-Bas et au Danemark, et 98% des gens ont un médecin, le gouvernement tomberait, tout simplement. Au Canada, nous sommes beaucoup trop complaisants. Cependant, je me demande ces derniers temps, sommes-nous finalement au bout du rouleau? Sommes-nous enfin prêts pour un changement radical?
Sommes-nous arrivés au point de basculement, le fameux tipping point? Je pense que nous sommes proches, et c'est pourquoi, paradoxalement, je pense que le moment est propice à l'espoir. Je pense que nous sommes à 2 doigts du fameux tipping point, mais le public doit exiger la réforme, et la réforme à grande envergure. Au cœur de chaque crise se trouve une opportunité, comme le disait Einstein. Il est vrai que nos défis sont nombreux, mais aucun est insurmontable. Si vous ne retenez qu'une chose que j'ai dit ce soir, que ce soit ceci: tout est réparable. Ce que nous devons faire, c'est de cesser à recourir à l'innovation à petite échelle en série et innover à grande échelle. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le temps d'être beaucoup plus audacieux. Profitons de l'élan actuel de patriotisme inspiré par Trump pour reconstruire le programme canadien dont nous sommes le plus fiers, l'assurance maladie. Nous devons consolider nos fondations délabrées, les soins primaires, et reconstruire à partir de là. Nous devons redonner la joie aux soignants afin de recruter et retenir les professionnels de la santé dont nous avons besoin. Certains disent que c'est un rêve utopique, qu'il y a trop d'obstacles politiques, qu'il y a trop à faire. Mais c'est exactement ce que nous pensions lorsque l'assurance maladie a été créée dans l'après-guerre. Nous avons trouvé une solution à l'époque et nous pouvons encore en trouver une aujourd'hui. Mais nous devons faire de la mise en pratique de nos valeurs une priorité. Alors, je vais arrêter là. Je vous remercie et vos questions et vos commentaires sont les bienvenus. Merci. Et je pense qu'ils ont de prendre le micro pour l'en ligne, pour le virtuel. Un, deux. Non, ma question toute simple, c'est le Canada, on sait que la santé dépend des provinces. Est-ce que ça serait plus simple si ça dépendait du fédéral et qu'il y avait un seul système avec une décision globale, plutôt que vous disiez sur certaines données qui ont été partagées ou certaines choses qui ont été décidées par 4 provinces et pas par les autres, etc. Donc est-ce que ça serait pas plus simple que... Je ne sais pas à quel moment dans l'histoire ça a été décidé comme ça, mais voilà. Est-ce que ça serait plus simple? Absolument. Et est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Absolument pas. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé en 1867, quand on a créé notre Constitution. C'est la réalité, on doit vivre avec. Mais moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de blocage constitutionnel à la coopération. Alors, les provinces ont juste besoin de s'entendre entre eux à faire des choses. On a beaucoup de programmes nationaux qui ne sont pas fédéraux. Ça, c'est il y a un système très similaire en Australie. Ils n'ont même pas les mêmes embûches que nous parce qu'ils ont beaucoup plus de coopération. Alors, moi, je trouve qu'on utilise notre Constitution comme une excuse pour rien faire. On l'utilise beaucoup trop souvent. Ce n'est pas un obstacle. Et la deuxième partie, pour moi, le rôle du fédéral, c'est de créer un système quasi national avec leur argent. Le fédéral dépense 45 milliards par année. En le ciblant, on peut s'assurer que les systèmes provinciaux sont plus ou moins similaires. Merci beaucoup, M. Picard. C'était inspirant. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous ne vous êtes pas trop attardé sur les enjeux financiers. Vous les avez mentionnés, vous les avez reconnus, mais dans les médias, souvent, on entend parler de la santé quand c'est le temps de renégocier les contrats avec les médecins, les infirmières. On voit que le système a des blocages à ces moments-là au niveau des coûts. Ceci étant dit, récemment, je parlais avec un sous-ministre d'une petite province, Nouveau-Brunswick, sous-ministre de la Santé. Et le chiffre de 42% du budget
total de la province du Nouveau-Brunswick, il reconnaissait. Il me disait que les projections qu'il faisait faisaient en sorte que le système de santé allait dépasser le 50% de toute l'assiette fiscale d'une province comme le Nouveau-Brunswick. Et j'imagine que c'est comme ça un peu partout. Donc, en fait, ma question, c'est les éléments de réponse que vous nous présentez. Plus de prévention, faire en sorte qu'on aura moins de dépenses dans les services tertiaires. Vous avez donné plusieurs exemples de ce genre-là. Comment est-ce qu'on arrive à présenter ça à des ministres, à des sous-ministres, qui ont des économies, si je peux le dire ainsi, de penser différemment et d'administrer différemment le système, et que ce 42-là, il y a aussi l'option d'augmenter les impôts, ça vous avez fait allusion, il y a aussi ce levier-là, mais si on met ça de côté, comment est-ce qu'on leur convainc que ce 42% peut peut-être baisser si on fait les choses différemment? Bien, premièrement, on doit réaliser que oui, les soins de santé sont un coût, mais ils sont aussi un bénéfice économique. Il y a 1,2 million d'employés en santé. Ils sont parmi les meilleurs payés au pays. Avoir notre système de Medicare sauve beaucoup d'argent. Aux compagnies, par exemple, les plus grands bénéficiaires de notre système de soins publics, c'est la classe moyenne et les gens d'affaires. Construire un auto au Canada et aux États-Unis, la différence de prix est de 5 000 $ parce que nous avons de l'assurance maladie. Ça leur coûte 5 000 $ pour acheter de l'assurance pour un employé aux États-Unis. Ça, c'est une grande différence. Alors, il y a beaucoup de bénéfices économiques. On n'en parle pas assez. Ceci étant dit, je pense que notre régime politique est le problème. Il n'y a pas de bénéfice à faire des programmes à longue durée à cause de notre cycle politique. Alors, pour moi, on doit un peu enlever la politique journalière du système. Et je regarde jamais aux États-Unis. On se compare souvent aux États-Unis. Bon, pour moi, ce n'est pas un système de santé. Alors, on ne se doit pas de comparer. Mais si on regarde la France, les Pays-Bas, par exemple, le système est géré par des professionnels administratifs. Ils ont leur système et le gouvernement, ils ne mettent pas leurs doigts tous les jours. Au Canada, nos policiers sont beaucoup trop les doigts dans les choses qui ne leur concernent pas. Alors pour moi, le système devrait juste être plus professionnel. Ça c'est un problème fondamental. Et si ça l'était, on dépenserait beaucoup plus sur la prévention. On critique beaucoup les États-Unis, mais les États-Unis ont des très, très bons systèmes de santé comme Kaiser. Kaiser, c'est un grand système en Californie. C'est not-for-profit. Il ne fait pas un profit, ce n'est pas une compagnie, mais il est aussi grand que la province d'Ontario, leur système. Et eux, ils sont très pratiques. C'est le bottom line qui est important. Kaiser est en train de bâtir des maisons, des appartements, parce que ils ont trouvé que c'est la meilleure façon de couper les coûts dans le système d'urgence. Parce qu'il y a beaucoup de gens sans abri qui vont à l'urgence. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'ils n'ont pas de maison. Ça, c'est très, très cher. On leur donne une maison. Maintenant, UHN, Toronto fait la même chose. C'est un projet qui copie Kaiser. Mais ça sauve beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est un peu, si on approche ça un peu comme un business, je pense qu'on ferait un peu mieux, on penserait mieux de la façon de dépenser. Une longue réponse, mais toutes les questions en santé sont compliquées. J'ai une question de Carl qui est connecté en ligne, qui dit... Un des 40 000 en ligne. Oui, un des 40 000 participants qui est avec nous en ligne. Monsieur Picard n'a pas beaucoup parlé du modèle économique adopté par les pays occidentaux depuis 30 ans, le fameux KPI ou KPI, qui font basculer d'une médecine centrée sur le patient humaine vers la recherche de performances essentiellement financières avec un poids administratif qui est énorme. Sur ce point, je suis d'accord avec lui sur les bénéfices probables de l'intelligence artificielle pour que les soignants puissent libérer du temps et se recentrer sur l'essentiel. C'est pas une question, c'est plus un commentaire, j'imagine. Oui. Oui, j'ai pris ça comme un commentaire. Je n'ai pas vu de question, là, mais c'est un point intéressant. Oui. Bonjour. Peut-être 2 points. Vous avez mentionné l'isolement social, puis vous avez aussi mentionné à un autre moment dans la présentation je pense les soins sociaux. Comme vous savez, dans notre système, on est vraiment axé plus sur les soins médicaux, les docteurs,
Ouais. Dans d'autres sociétés, je pense que les intervenants sociaux sont peut-être un petit peu plus valorisés. Je ne sais pas si vous pourriez développer sur ces 2 points-là, l'isolement social et les intervenants sociaux. Oui, pour moi, encore si on regarde les pays européens, nordiques, c'est ça la différence. Ils dépensent plus sur les soins sociaux, le logement, etc., que la médecine. Et pour moi, c'est moins cher de dépenser, comme on prend l'exemple de l'urgence. Moi, j'ai fait une histoire une fois sur quelqu'un qui a été à l'urgence à Hamilton 242 fois dans une année. Il a coûté plus qu'1 million de dollars. Alors, c'est quoi la solution à ça? Bien, la solution, c'est de lui trouver un appartement et ils ont pris une infirmière à temps plein et ça, c'était son travail. Occupe-toi de, on va l'appeler Murray, comme l'histoire américaine. Occupe-toi de Murray. Elle est payée 60 000 $ par année, s'occupe d'une personne, mais ça l'a quand même sauvé comme 800 000 $. Alors, on doit penser différemment. Il y a des gens qui font beaucoup de demandes sur un système et ils ne vont pas disparaître. Ils vont être là. Alors, on doit trouver la façon la plus efficiente de se traiter et la façon la plus humanitaire. Et on a juste allé 2 minutes ici pour voir chaque fois que quelqu'un a son overdose et va à l'hôpital, ça coûte combien de dollars? Plusieurs milliers de dollars. Si on faisait plus de prévention, si on avait un peu plus d'imagination, un peu moins de peur politique, ça serait différent. Mais ce n'est pas un problème facile, mais c'est un problème qui peut être résolu. On ne voit pas. Est-ce qu'on voit ça à Amsterdam, à Zurich? Ce n'est pas les mêmes conditions. Ils ont des problèmes de drogue aussi graves que nous, mais ils ont des réponses différentes. Juste Alors, pour finir, pour oui, moi, oui. un des grands problèmes, c'est qu'on a divorcé le social du médical. Comme on avait en 1975 le département de santé et bien-être. Et maintenant, c'est un système, un département de santé. Le bien-être, il a tombé. Il y a seulement le Québec qui a les deux, santé et services sociaux, dans le même département. Et ils ont le système le moins cher au Canada. Peut-être c'est une coïncidence, mais je ne pense pas. Merci pour votre présentation. Ma question était, parce que vous êtes votre connaissance là, sur le système de santé au Canada. Moi, je suis toujours curieuse quand vous dites les appareils pour l'écoute. Oui, comment sont couverts, pas couverts. Les semelles spécialisées pour les pieds, c'est pas couvert. Puis, alors, quand est-ce que ça a été décidé ou de quelle manière? Parce que ça reste aussi un mystère pour moi qui vieillit un peu. Non, mais que certaines choses sont couvertes, puis ça a le rapport à la santé, là, on s'entend. Ouais. Je veux dire, c'est pas du luxe et c'est pas de l'esthétisme. C'est pas des raisons esthétiques. Oui, comment est-ce que ça a été décidé? C'est juste un peu par accident. Et pour moi, pour quelqu'un comme moi qui couvre tout le Canada, c'est très compliqué parce qu'il y a 14 différentes juridictions et c'est différent dans chaque province. Si j'ai écrit un petit papier, disons, sur la physiothérapie, mon rédacteur va dire, bien, dis, est-ce que c'est couvert ou non? Oh, ben oui, dans 8 juridictions, partiellement dans 3, et non dans... C'est très, très compliqué. Alors, c'est pas que ça a été décidé, c'est qu'essentiellement, on n'a pas décidé. Alors, on a décidé que docteurs, hôpitaux, c'est couvert à 100 %. Ça, c'est facile. Ça a été décidé en 1957 et 1966. Et les autres choses, on a décidé l'année passée que les drogues pour la diabète et la contraception orale sont couverts. Ça, c'est une décision comme... Mais pourquoi pas combien? Il y a 17 000 autres produits pharmaceutiques qui ne sont pas couverts. Mais pourquoi? Vous avez parlé beaucoup du Danemark comme peut-être un pays qu'on peut être inspiré par leur... Moi, j'ai habité au Danemark quelques mois, puis j'ai beaucoup... Oui, il y a tellement de... Mais ce que je remarquais, c'est que
ils mettent aussi beaucoup d'emphase dans les communautés, dans les villes, pour encourager, par exemple, l'activité physique chez les jeunes, chez les moins jeunes. Puis, tu sais, l'urbanisme des villes aussi, tu sais, on pense en Europe le déplacement à vélo. Je me demande, le Canada, nous, on se situe où par rapport aux efforts qu'on met dans notre urbanisme ou même au niveau municipal pour encourager des comportements santé. Est-ce qu'on est dernier de file ou est-ce que c'est bien? J'imagine qu'il y a des inégalités aussi d'une ville à l'autre ou d'une province à l'autre. Oui, alors j'ai utilisé le Danemark comme exemple, j'étais là récemment, mais tous les pays ont un système de santé différemment à cause de leur culture. Les cultures sont très différentes dans tous les pays. Et je dis souvent, on doit faire attention, on ne peut pas avoir le système de santé du Danemark. Moi, je l'adore, mais ça ne marcherait pas au Canada. On a une culture différente, mais on peut s'inspirer de certaines philosophies qu'ils ont. Alors pour moi, ils respectent les gens, les aînés. Ils les respectent vraiment et ça se voit dans leur politique. Nous, on ne respecte pas nos aînés. On les met en campagne là, pour les oublier. Alors, on doit comprendre les cultures sont très, très importantes. Mais si tu vas au Danemark, les gens se plaignent du système de santé. Oh, c'est pas aussi bon que ça, blablabla. Personne n'est parfait. Mais pour moi, on devrait tous s'inspirer de ce que les autres font bien. Quand je parle du Danemark, les gens me critiquent souvent. Ils disent, ben, c'est facile, c'est un petit pays de rien. C'est 5 millions de personnes dans une très petite région. Mais encore pour moi, on utilise notre géographie comme une excuse. 90% des Canadiens vivent dans des grandes villes ou des banlieues. C'est la même chose qu'en Europe. L'autre 10%, c'est beaucoup plus compliqué au Canada qu'au Danemark. Mais ils ont le Groenland, la Norvège, l'Arctique comme nous. Eux, ils sont beaucoup mieux aussi dans les régions éloignées. Alors, on utilise ça comme excuse. Oh, la géographie, blablabla. Mais pour moi, c'est juste une excuse. Mais oui, est-ce qu'il y a des différences entre les régions? Absolument. Tout le monde a des difficultés à donner des soins dans les régions éloignées. C'est très, très difficile. C'est un système complètement différent. Et au Canada, ça fait un peu pitié, mais c'est pas fameux en Suède non plus, c'est difficile. Ils ont leur communauté autochtone, les soins ne sont pas très bons, etc. Moi, j'ai une autre question, justement, par rapport aux différences entre les pays, etc. Parce que je viens de France, vous avez parlé beaucoup de la France aussi. J'aurais pas deviné. Ouais. Mais j'ai pas manifesté, donc. Mais donc, mon point, c'est par rapport à la prévention. Certains pays, il y a peut-être plus de prévention, etc. Et c'est par rapport à la différence en fonction des professions. Moi, je trouve qu'ici, par exemple, si on va voir son dentiste, je pense qu'il y a plus de prévention ici, beaucoup plus de prévention pour les dentistes ici qu'en France. Alors que le médecin de famille, on nous parle beaucoup dès qu'on rencontre la communauté sur les événements, etc., ou des personnes qui nous contactent à Réseau Santé. Ils nous parlent beaucoup de la différence culturelle par rapport à l'approche du médecin de famille. Ici, l'équation, donc c'est 10 minutes, une question de santé, alors qu'en France, c'est 45 minutes, 1 heure avec son médecin traitant ou médecin de famille. Et souvent, il fait office de premier psychologue et puis il est au courant de tous les problèmes de la famille. C'est sûr qu'on attend 3 heures ou 4 heures dans la salle d'attente, c'est un autre problème, mais ça permet peut-être de détecter d'autres problèmes et d'avoir plus de temps et plus de connexion avec son professionnel de santé. Mais pourquoi la profession de dentiste fait de la prévention ici? À quel moment les professionnels, justement, est-ce que c'est eux aussi qui décident de commencer à faire de la prévention, comme le font les dentistes? Les médecins de famille ne le font pas. C'est à quel moment c'est aux professionnels de santé de prendre position aussi, de dire on a besoin de plus de temps avec les patients pour commencer à faire de la prévention ou... La plus grande influence, c'est les modes de paiement. Alors, les médecins au Canada sont payés largement à l'acte. Alors, c'est pour ça que tu as 43 $ pour ton 7 minutes. Tu vas avoir un rendez-vous de 7 minutes. Les docteurs, moi j'avais un docteur salarié, c'était beaucoup différent. 2 fois c'était 2 minutes, des fois c'était 45 minutes. Ça n'a fait aucune importance, ça avait son salaire. Alors les modes de rémunération sont très importants. Les dentistes, pourquoi est-ce qu'ils font beaucoup de prévention? C'est payant. C'est très payant.
on doit, ça s'explique, des choses s'expliquent souvent très simplement avec l'argent. Merci tout d'abord pour la conférence. En fait, j'ai une question par rapport à l'équivalence des diplômes, parce qu'on voit, moi, en tant qu'immigrante, je connais beaucoup de personnes, des professionnels de la santé qui ont une super expérience dans leur pays et qui ici, ils ne peuvent pas travailler alors qu'on a un problème de manque de médecins. Alors, comment on pourrait mieux profiter de ces personnes qui sont là et qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine? Oui, c'est un très grand problème. On a un système très protectionniste. C'est scandaleux, essentiellement. Mais on doit avoir... Ce qu'on a besoin, c'est encore un système pour voir qui est qualifié et qui n'est pas qualifié. Et ça se fait assez simplement. La Colombie-Britannique, je dois dire, a un nouveau programme qui est très, très bon. 6 semaines, on regarde quelqu'un travailler. C'est assez facile de savoir si quelqu'un est un bon docteur ou une bonne infirmière. Ça se voit assez vite. Alors, le problème sur papier, c'est que... j'ai fait un papier sur ça récemment, mais je ne me souviens pas du chiffre. Il y a quelque chose comme 4200 écoles médicales au monde. Est-ce qu'ils sont toutes de la bonne qualité? Non. Mais lesquelles sont bonnes? Il y en a que c'est assez clair. Harvard, Université UBC, ça c'est bon. En Inde, il y a des très bonnes écoles médicales, mais il y en a qui sont... On n'a aucune idée. Est-ce que c'est bon ou non? Quelqu'un arrive avec ses papiers. Alors, on doit tester le monde. Et c'est ça le manquement au Canada. On n'a pas de programme logique. Mais pour moi, c'est d'une tristesse énorme qu'on a des docteurs qui sont chauffeurs de taxi. Tout le monde en a déjà rencontré. Maintenant, peut-être quelques-uns sont des très mauvais docteurs, j'ai aucune idée, mais j'aimerais leur donner la chance de savoir, d'essayer de faire un programme. Et on pourrait se trouver des centaines de médecins comme ça assez vite. Alors, encore un autre problème très facilement résolu, et on en parle depuis des années, puis on ne fait rien. Mais on est rendu au point qu'on est désespéré, maintenant on commence à trouver des solutions. Et encore, je dois dire, cette province ici est un leader dans le domaine, avec la Nouvelle-Écosse. Merci. De la famille en Nouvelle-Zélande, et on parlait de leur système là-bas. Et une des grandes différences, c'était que chaque fois qu'on va chez le médecin, il faut payer un peu, pas tout le prix, mais comme $25. Et pas pour tout le monde, si on est pauvre, on ne paye pas, je crois. Mais est-ce que ça, c'est une idée? Vous venez de dire que vous préférez peut-être que les médecins sont salariés que d'être payés par action, mais je me demande si on va chez le dentiste, le pharmacien, il faut qu'on paye un peu et les avantages sociaux payent le reste. Est-ce que ça, c'est une idée qui peut marcher? Ou? Oui, on débat. Cette question a été débattue plusieurs fois au Canada. User fees, on dit en anglais. Ce n'est pas permis au Canada dans notre loi. Le problème, moi, je suis assez pragmatique sur cette question. Le problème avec user fees, c'est que ça coûte cher à administrer. C'est vraiment un gaspillage d'argent. Alors, le frais doit être assez haut pour que ça vaut de la peine de le faire, mais pas si haut que ça décourage les gens d'avoir des soins de santé. Alors, c'est bon. Comme en France, ils ont ce frais, surtout pour les soins à domicile. Si le docteur vient chez nous, c'est quoi, 25 €, quelque chose? Bon. La dernière fois que j'étais. Alors, ça se fait un peu partout au monde différemment, mais pour moi, c'est une bureaucratie qu'on n'a pas besoin. Moi, je ne suis pas convaincu que les gens vont au docteur pour rien. C'est pas le fun d'attendre 3 heures. Alors, pour moi, c'est pas utile. Mais encore, c'est culturel. Il y a des cultures où c'est accepté, c'est fait. Ici, c'est pas notre culture.
en ligne de Thibault. Existe-t-il un défi particulier et avéré auquel fait face la Colombie-Britannique en matière de système de santé par rapport aux autres provinces? Non. Non, chaque province a des problèmes. Ils sont similaires, mais il y a des choses qui... Chaque province fait des choses mieux que d'autres, comme Manitoba a des très bons soins à domicile. Nouveau-Brunswick, les ambulances sont très, très bonnes. Colombie-Britannique, moi, je dirais leur plus grand défi, c'est le problème de drogue toxique. Et c'est historique. La raison, c'est historique, mais ça c'est un défi qui n'existe pas de la même envergure dans les autres provinces. C'est un problème partout au Canada, mais pas à l'échelle qui est ici. Alors, l'autre défi, je pense que c'est le logement social. Ça coûte si cher pour vivre ici qu'il y a des gens qui ont un bon travail, qui sont pauvres, qui ne seraient pas pauvres dans d'autres provinces. Alors, ils ont des défis très important, mais plutôt social que médical, d'après moi. La médecine est très bonne ici. J'avais une autre question sur comme l'achat en vrac des médicaments par les différents paliers de gouvernement. Je me rappelle, il y a quelques années, les États-Unis s'étaient mis à acheter des médicaments au Canada. Pensez-vous que c'est quelque chose qui se fait, que c'est bien fait, ça, en fait? Est-ce que ça garde les prix des médicaments comme contrôlés, moins élevés qu'aux États-Unis? Le Canada est, comme la plupart des pays au monde, des réglementations sur les prix de médicaments. Alors, nous, le prix de nos médicaments est fixé à la moyenne de 11 pays de l'Ouest. Alors, c'est une formule pour contrôler les prix. Mais on a quand même les troisièmes plus hauts prix de médicaments au monde. Alors, les États-Unis, c'est le seul pays qui n'a pas de réglementation. Ils ont beaucoup parlé d'acheter des médicaments au Canada, mais on ne les a jamais vendus. Parce que l'ironie, c'est que la plupart des compagnies qui manufacturent les médicaments sont américaines. Ils auraient arrêté d'envoyer des médicaments au Canada si on les vendait à 40% de moins qu'ils les vendent maintenant. Alors, ouais. Bon. Les tarifs... Trump va annoncer bientôt des tarifs sur les médicaments et ça va nous coûter très, très cher. Ça va être un grand problème parce qu'on a très peu de manufactures de médicaments au Canada. Mais comme tous ces tarifs, ils ne semblent pas comprendre comment le monde fonctionne. Il y a beaucoup de parties de médicaments qui sont faits dans différents pays, sont mis ensemble, Dieu sait où. Alors, on voit ça avec les autos. C'est quoi une auto américaine? Il y a une partie faite en Europe, il y en a fait en Chine, il y en a fait au Canada. Si on fait l'assemblage aux États-Unis, est-ce que c'est américain? Si c'est 60%, c'est la même chose avec les drogues. Ça va être très, très compliqué, mais il va y avoir beaucoup de rhétorique sur ce point. Ça s'en vient très vite. Je prépare mon dossier. Ça. J'aurais dû juste prendre des questions. C'est beaucoup plus intéressant que mon discours. On a eu accès aux deux, donc merci beaucoup. Merci aux gens qui étaient connectés à la maison pour vos belles questions et pour vous être rejoints à nous. Et merci à vous. Là, je suis assise là, parce que je monitorais les questions. Merci à vous de vous être déplacés. On a un petit buffet à l'arrière, donc on peut continuer à discuter ensemble. Puis merci beaucoup d'avoir été là pour cet événement de clôture du 15e printemps de la francophonie. Et merci beaucoup à M. Picard de s'être déplacé et d'être avec nous. Il me disait avant qu'il avait une conférence hier devant 1500 personnes. Donc, c'était un petit peu plus intime aujourd'hui, mais c'était vraiment sympathique de pouvoir discuter avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci.